nouvellement élu, le président Emmanuel Macron a déclaré vouloir faire de la moralisation de la vie publique le socle de son action à la tête de l'État. Et il reprend là une expression de son prédécesseur, François Hollande, qui parlait, lui, en 2012, d'un choc de moralisation. Un ancien déontologue de l'Assemblée nationale disait que l'on vit actuellement un moment déontologique. Donc on voit, à travers ces expressions, que depuis une dizaine d'années, le thème de l'éthique en politique a le vent en poupe. Mais les exigences éthiques dépassent bien évidemment le cadre de la vie politique et nous concernent tous. Et ces exigences ont une acuité particulière quand elles concernent les responsables politiques à qui l'on a délégué la conduite de la cité et à travers lesquels notre volonté s'exprime. Donc en théorie, la représentation politique et la délégation de pouvoir nécessitent le respect du principe de l'égalité des citoyens et l'existence d'un lien de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et ces deux principes peuvent être ébranlés par les atteintes à l'éthique ou à la probité publique, comme on dit plus souvent, car ces atteintes à la probité publique peuvent faire que certains citoyens sont plus égaux que d'autres et peuvent alimenter une certaine méfiance à l'égard des institutions. Mais il me semble important de rappeler que la crise de confiance que nous traversons n'est pas seulement le résultat d'une plus grande malhonnêteté de la part de nos élus. En réalité, il est très difficile de savoir si les responsables publics sont plus corrompus aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Ce que l'on sait par contre, c'est que telle est l'image que l'on a de la vie politique. Donc cette perception de corruption, l'évolution des méthodes et des pratiques médiatiques qui permettent de révéler de plus en plus de scandales, ainsi que l'utilisation des accusations de corruption par les hommes et les femmes politiques pour déstabiliser leurs adversaires, tous ces éléments sont une face de la médaille de la crise de confiance. Mais les études nous montrent aussi que nous, citoyens, en devenant de plus en plus éduqués, nous sommes aussi devenus plus critiques. Que la chasse aux promesses de campagne irréalisables génère beaucoup de déception chez les électeurs, que le développement de ce qu'on appelle une gouvernance à plusieurs niveaux, notamment avec la création de l'Union européenne, crée chez les citoyens souvent un sentiment de déconnexion avec les centres décisionnels. Et enfin, que le développement de nouveaux problèmes publics interroge la capacité de nos systèmes politiques à nous protéger. Tout ça pour dire que la promotion de l'éthique publique n'est pas le Saint Graal et ne doit pas le devenir, sous peine de générer encore plus de frustration. La promotion de l'éthique publique est un outil dont les responsables politiques doivent se saisir de manière réfléchie. Mais qu'entend-on par éthique politique au concret? Pour un élu, un comportement éthique peut être le fait de ne commettre aucune infraction pénale, comme la corruption, le trafic d'influence ou la fraude fiscale. Mais l'éthique publique, ou l'intégrité publique, comme on l'appelle de plus en plus souvent, dépasse de loin le cadre de la légalité. Et la vie politique comprend énormément de zones grises, plus que ce qu'on pense. Donc pour un élu ou une élue, un comportement éthique signifie également le fait qu'il ou elle n'avantage pas certains groupes sociaux plutôt que d'autres en échange d'un bénéfice ou de la promesse d'un bénéfice, qu'il ou elle ne se sert pas de son mandat pour s'enrichir, qu'il ou elle ne se laisse pas influencer dans sa prise de décision par un bénéfice potentiel qui pourrait en être tiré, qu'il ou elle n'utilise pas son influence pour avantager son parti, et enfin, et c'est essentiel, qu'il ou elle soit guidé dans son mandat par l'intérêt général et non pas par des intérêts particuliers. Donc on a posé le problème, mais quelle solution peut-on apporter et quelle solution apporte-t-on à ce problème aujourd'hui? Donc les pouvoirs publics peuvent se saisir de ce problème de deux manières principalement. Par la répression et la sanction des comportements abusifs, ou
par la prévention et la promotion du comportement éthique. Et c'est en général dans cet ordre-là que les organisations internationales ont promu la lutte contre la corruption et la promotion du comportement éthique, et que les États s'en sont saisis. Donc cette promotion de l'éthique publique se décline en différentes approches. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la transparence, du changement des normes et des pratiques, et enfin de la formation déontologique. Donc la transparence a été la première voie empruntée par les organisations internationales et par les États. Et la transparence se justifie par l'idée selon laquelle les abus, les atteintes à la probité publique, sont le résultat d'une asymétrie d'information entre les citoyens et les élus. Un meilleur accès à l'information réduirait ainsi les risques en permettant aux citoyens de mieux contrôler leurs représentants. Un ancien juge de la Cour suprême disait que la lumière est le meilleur désinfectant. Donc la transparence peut porter sur le patrimoine et les intérêts des élus, sur les finances des partis politiques ou sur les activités des groupes d'intérêt. Il est intéressant de voir que les États ne se sont pas saisis de la transparence de la même manière. Et pour prendre l'exemple des systèmes déclaratifs, donc des déclarations d'intérêt et de patrimoine, la France, la Suède et le Royaume-Uni, qui sont des cas d'études, obligent tous leurs parlementaires à remplir une telle déclaration. Mais les systèmes qu'ils ont mis en place pour contrôler ces déclarations sont différents. La responsabilité de la mise en place ne repose pas sur les mêmes acteurs. Donc le Royaume-Uni a une longue tradition de déclaration orale des intérêts lors du travail parlementaire. Et l'idée de ces déclarations orales est qu'il est important de savoir d'où parle un parlementaire quand il prend des décisions. Et dans les années 70, ces déclarations orales ont été complétées par des obligations de déclaration écrites. Et tout ça dans un système d'autorégulation par les parlementaires eux-mêmes. Dans les années 90, le Parlement britannique a fait le choix de passer d'un système d'autorégulation à un système de corégulation avec la création d'un commissaire à l'éthique indépendant en charge de gérer ces déclarations. Et en 2012, le Parlement britannique a fait un pas de plus en permettant à des citoyens de participer au travail de la commission d'éthique qui jusque-là n'était composée que de parlementaires. Donc on voit qu'il y a une progression en ouverture. La Suède a mis en place son système déclaratif en 1996 et ne l'a rendu obligatoire qu'en 2008. Jusque-là, la déclaration était un acte volontaire. Et le Parlement suédois a fait le choix de n'instaurer aucune procédure de contrôle et de sanction. Donc, c'est un système qui repose intégralement sur l'autorégulation. À l'inverse de la France, qui a fait le choix, elle, du contrôle de la régulation externe par un contrôle administratif depuis la mise en place de cette obligation déclaratoire en 1988. Depuis 2013, c'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui est en charge de recevoir, de traiter et de publier les déclarations des élus. Et il est intéressant de voir que le système déclaratif français se concentre traditionnellement en tout cas, sur la détection de l'enrichissement inexpliqué, ce qui justifie la création de ces déclarations de patrimoine, alors que le système britannique et suédois se concentre plus sur la prévention des conflits d'intérêts, d'où l'intérêt porté principalement sur les intérêts des élus. Donc on voit que le problème éthique à laquelle la transparence est censée apporter une solution varie selon les éléments que l'on demande aux responsables publics de dévoiler. Donc voilà pour l'approche par la transparence. Plus récemment, on a vu apparaître des codes et des chartes d'éthique ou de déontologie, comme on préfère le dire en France. Ici, l'idée, c'est de clarifier la différence entre les comportements acceptables et les comportements qu'on ne considère pas comme étant acceptables, et donc de clarifier, et donc d'essayer de faire changer les normes et les pratiques de l'activité politique. Donc ces codes existent comme une réponse à ces zones grises dont je parlais précédemment entre la légalité et l'acceptabilité.
Et le dernier venu dans ces moyens de prévention de la corruption et de promotion de l'éthique est la formation à la déontologie et aux risques éthiques que peuvent rencontrer les responsables politiques dans leurs activités, dans leur travail quotidien. Donc ici, la formation éthique est encore peu répandue et peu acceptée des parlementaires. Et elle cherche, la formation déontologique, à réduire les risques par la socialisation, par le dialogue et la mise en situation. Donc elle illustre bien ce tournant de l'intégrité qu'a pris la lutte contre la corruption. Comme le dit le dicton, l'intégrité, c'est de faire la chose juste, même quand personne ne regarde. Donc la promotion de l'éthique politique s'institutionnalise depuis 30 ans en réponse à la méfiance grandissante, aux scandales à répétition et à la pression internationale. Mais je rappellerai en conclusion que les élus ne sont pas des responsables publics comme les autres. Et il est donc important de garder à l'esprit la souveraineté qu'ils incarnent et la séparation des pouvoirs quand on met en place des systèmes de contrôle qui sont dirigés vers eux. S'agissant de la transparence, il est également important de trouver un équilibre juste entre l'accès légitime des citoyens à l'information sur leurs représentants et le respect de la vie privée de ces derniers. Et pour finir, j'insiste sur le fait que les politiques d'éthique publique sont un effort bienvenu et nécessaire, mais qu'elles ne sont pas une solution magique à la crise de confiance. Elles ne sont qu'un des ingrédients de la potion. Je vous remercie pour votre attention.